vulgaire. Bon, j'imagine que vous avez vu le titre de cet épisode et vous vous êtes dit elle est sérieuse là ? Vulgaire, normalement, c'est pas des trucs qu'on connaît pas, alors elle regarde sur internet et elle nous explique ce qu'elle a compris ? Non, parce que la semaine dernière, elle a fait les patates. Alors que bon, les patates, faut quand même avoir une drôle de vie pour être passé à côté de la hype, hein. Alors c'est vrai qu'à la limite, je me suis dit passe encore, elle devait être crevée, mais là, la Joconde, pardon, mais qui ne connaît pas la Joconde ? C'est quand même le tableau le plus connu du monde, hein, pardon, hein. Mais même Beyoncé, elle a voulu prendre une photo avec elle, t'imagines ? Normalement, c'est le contraire, hein. On veut nous faire des photos avec Beyoncé, hein. Donc non, la Marine, pardon, mais je comprends pas, hein. Peut-être, Marine, que c'est l'épisode de trop, hein, peut-être. Alors, laissez-moi vous expliquer. Il y a quelque temps, une de mes copines m'a dit « Non mais tu devrais faire sur la Joconde parce que figure-toi que De Vinci, il savait dessiner qu'un seul visage. » Tape tableau Saint-Jean-Baptiste Léonard de Vinci sur Google et tu vas voir, son Saint-Jean-Baptiste, il a exactement la même tête que Mona Lisa. Bon, docile, j'ai fait ce qu'elle m'a conseillé et là, effectivement, j'ai pu constater que la peinture du Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, donc, c'est un truc de ouf parce que on dirait la Joconde. Enfin, la Joconde, après qu'elle se soit démaquillée et brossé les cheveux avant d'aller se coucher. Bon, aussi j'avoue que le Saint-Jean-Baptiste, il a une tête coquine et il monte le ciel avec son doigt, mais moi je trouve qu'il a plutôt une tête de gars qui arrête une conversation pour dire « Ah, attends », qui laisse une seconde et après il pète. Un gars spirituel quoi, le Saint-Jean-Baptiste. Ah ! Bon, en tout cas, en faisant cette petite recherche, je me suis dit que je pouvais peut-être faire mieux qu'une blague de prout. Ça vraiment, je peux faire mieux. Mais surtout, je me suis dit que, ouais, c'est vrai, la Joconde, je connaissais de loin. Rapport au fait que, les seules fois où je l'ai vue de près, c'était quand même de loin. Parce qu'il y avait environ 300 personnes qui levaient leur téléphone portable pour la prendre en photo devant moi. Donc, du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La Joconde est une œuvre d'un peintre / inventeur / scientifique / végétarien / architecte. Franchement, il devait se la péter un peu. Bref, la Joconde est l'œuvre de Léonard de Vinci, né à Vinci. Sinon, il s'appellerait Léonard de Vérone, s'il était né à Vérone, mais là, il est né à Vinci, donc il s'appelle Léonard de Vinci, voilà. C'est à Vérone, la belle Vérone, la ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir, mais on reste. Bref, il est né à Vinci, en Italie, dans un parking, donc j'imagine. Notre petit Léonard pointe le bout de son nez le 14 avril 1482 d'une relation hors mariage entre sa mère, Catarina di Meolippi, et son père, Pierre de Vinci, qui est notaire. Voilà. Ce qui me fait me dire que, il y avait déjà des notaires à l'époque. En fait, si ça se trouve, c'est pas la prostitution, le plus vieux métier du monde. Non, c'est le notariat. Bon, en gros, De Vinci, c'est un enfant né hors mariage, donc il ne reçoit pas d'éducation. Il ne devient donc pas notaire, mais son père, qui a remarqué que les bonhommes patates avec des bras qu'il dessine ressemblent quand même vraiment à des gens, il l'envoie se former pour devenir artiste. Il s'avère qu'il a bien fait parce que Léonard, c'était un petit peu un génie. Il était très curieux en plus. Donc en fait, il s'est un peu formé tout seul, si vous voulez. En fait, il pensait à un truc important de Vinci, c'est que pour bien dessiner les choses ou les gens, il avait besoin de les observer et de les comprendre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il a pas mal étudié le corps humain. Parce qu'en fait, il s'est dit que pour comprendre et retranscrire l'intensité d'un regard, il fallait qu'il comprenne comment fonctionnaient les yeux. Donc, il a disséqué des corps. Voilà, et même plusieurs en fait. En fait, il voulait comprendre, du coup il cherchait. Ça veut dire que si c'est lui qui avait fait vulgaire, ça aurait été vraiment plus gore, hein. Mais ce qui est hyper intéressant, par exemple, c'est de savoir que grâce à ses dessins en coupe et ses recherches sur l'anatomie, c'est lui qui a découvert en premier, par exemple, les causes d'un infarctus. Bon, enfin, en tout cas, il étudie aussi les maths, la botanique, la géologie, l'architecture, l'urbanisme, la cartographie, la mécanique, et notamment, il a pensé et inventé des machines pour voler. Alors, j'ai pas bien compris si elle marchait vraiment, mais a priori, c'était quand même pas mal du tout son bazar. Mais bon, son kink, c'était quand même la peinture, le dessin, les graffitis, le scrapbooking, un petit coup de poterie, des bracelets brésiliens, des tatouages au henné, bref, c'était un grand artiste qui a notamment travaillé deux techniques. D'abord, en fait, comme il avait à cœur de traduire le mouvement dans ses œuvres, il a essayé de dessiner les choses avec le plus de spontanéité possible, avec des petits gestes de main qui font des cercles comme ça et qui permettent d'aller chercher la précision du mouvement. Quitte à, pour un tableau par exemple, faire et refaire encore des dessins préparatoires d'un mouvement en le décomposant, si vous voulez, de manière presque cinématographique. Et puis aussi, il a carrément inventé une technique qui s'appelle le sfumato. Sfumato. Le sfumato, ça veut dire nuancer. Ça veut dire que le travail de Léonard de Vinci, c'est un peu comme l'Écosse. Il y a une sorte de brouillard permanent qui fait qu'on peut pas voir beaucoup les lignes, ou en tout cas qu'elles ne sont pas nettes, si vous voulez. En fait, les peintures, elles sont un peu vaporeuses. Et ça, faut bien le retenir parce que c'est important pour un truc dont on va parler plus tard. Donc répétez après moi. Sfumato. 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 Ouais, nickel, vous êtes au top. Bon, mais si on sait tout ça, c'est parce qu'il avait toujours son carnet dans la poche et que donc il a tenu un journal de tout ce qu'il faisait, dessinait, etc., etc. Et ces carnets, ils ont traversé le temps et aujourd'hui, on les a récupérés.
Si j'ai bien compris, il écrivait d'ailleurs tout en miroir, c'est-à-dire que pour les lire, il faut regarder à travers un miroir. Mais en tout cas, ces carnets, même s'ils sont un peu galères à lire, en fait, ils permettent d'avoir beaucoup d'infos sur son travail, sur sa pensée. Et son travail, d'ailleurs, il était titanesque, varié, très précis et visionnaire pour son époque. Assez vite, et pour ses contemporains, Léonard de Vinci était considéré comme un génie. Ça veut dire que s'il avait eu Instagram, on l'aurait tous et toutes suivi, et c'est lui qui aurait revisité évidemment l'Arc de Triomphe, non pas en l'impactant, mais en le rendant flou, comme dans la chanson. Tout est devenu flou. C'était un génie incontesté donc, mais néanmoins il y a eu une époque où il avait plus trop de mécènes. Alors les mécènes, c'est des gens qui filent de la thune pour que les artistes puissent exercer leur art. Par exemple moi, vous êtes mes mécènes. Parce que vous écoutez Vulgaire et surtout notamment la pub qui est avant, et pour ça, big up. À la fin du podcast, je vous expliquerai notamment comment continuer à être mon mécène en précommandant mon livre chez vos libraires ou en réservant des places pour Vulgaire le spectacle en tournée dans toute la France, sauf dans les Côtes-d'Armor parce qu'il y a trop de gens de ma famille et que ça me fait flipper pour une tournée de création de spectacle. Bref, je vous expliquerai ça plus tard. Donc je vous disais, il y a plusieurs raisons au fait que De Vinci n'avait plus trop de mécènes. Alors d'abord, il est possible que ça lui casse un peu les couilles, tout simplement, les mécènes. Surtout qu'il doit y avoir des moments où il était blindé, donc il n'en avait pas vraiment besoin. Mais sinon, vu qu'il organisait des teufs d'enfer, il y a quand même des moments où il avait vraiment besoin de mécènes, mais qu'il n'en trouvait pas parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte que De Vinci, il était hyper sympa, mais il produisait pas énormément d'œuvres. Il aurait produit dans toute sa carrière, et en sachant qu'il a commencé très jeune, entre 15 et 20 œuvres. Alors 15 à 20 œuvres, en petite section, c'est une production de 3 jours d'école à peu près. Après, si ça se trouve, il était comme les enfants, il en a produit beaucoup plus, et à chaque fois qu'il les donnait à ses mécènes, ses mécènes, ils disaient « Oh, merci mon petit poussin !» Et puis après, pouf, discretos, il les foutait à la poubelle en disant « Oh, mais enfin, on peut pas tout garder, on a qu'un seul frigo, !» Bon, en tout cas, vu le prix de ses œuvres aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'était une grosse erreur. Mais donc, il a peu produit, et en plus, quand il a produit, il a pas vraiment fini. En fait, c'était un perfectionniste, Léonard. Oui, depuis le début, je dis Léonard, parce que j'ai remarqué que le conservateur du musée du Louvre, le chef du Louvre, il dit Léonard comme s'il le connaissait personnellement. Bref, donc Léonard, pour résumer, il a pas des mécènes tout le temps, mais bon, il avait quand même parfois besoin de thunasse, il était loin à la détente, assez perfectionniste. Voilà, c'est là où on en est. Je vous ai présenté le gars. Maintenant, parlons de l'œuvre, la Joconde. La Joconde a été peinte entre 1503 et 1516, et peut-être même que ça a continué jusqu'à la mort de Léonard. Ça a été peint sur un panneau de bois de peuplier de 77 par 53 cm. Le temps a un peu abîmé l'œuvre, qui s'est notamment fissurée du haut du tableau jusqu'au milieu du front du personnage représenté, Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa, qui est donc une personne qui a vraiment existé, mais ça je vous raconterai après. Aussi, il faut savoir que dans les années, je crois, 50 ou 60, la Joconde s'est pris une pierre, parce qu'il y a eu des manifestations, et donc, voilà, il y a des gens qui ont jeté une pierre sur Mona Lisa. Après avoir été exposée chez Léo, puis dans la salle d'œuvre de François Ier, qui a engagé Léo à la fin de sa vie, puis à Versailles, la Joconde est exposée au Louvre depuis 1789, où 20 000 personnes viennent lui faire coucou chaque jour. Et pour protéger celle que l'on estime être l'œuvre la plus chère et la plus connue du monde, environ 2 milliards d'euros quand même, elle est dans un aquarium maintenu à 20 degrés en permanence et où l'air est à 50% d'humidité. Et la Joconde, elle est très connue, mais pas que parce que c'est une peinture de qualité, non. Figurez-vous qu'en faisant mes recherches, j'ai réalisé que tout le monde parlait de la Joconde parce que tout le monde parlait surtout du mystère qu'il y avait autour du tableau. Et c'est dingue parce qu'on parle tout le temps du mystère de la Joconde, mais, et j'avoue, ça m'a un petit peu énervé au bout de 4 documentaires Arte, personne ne précise jamais de quel mystère on parle. Les gens disent « Oh, c'est pas facile de résoudre le mystère de Mona Lisa !» Mais les gars, faut définir le mystère, sinon c'est encore plus dur de trouver la réponse. Bon, mais en tout cas, je sais pas trop si c'est un mystère, mais vu le nombre de réponses que j'ai trouvées sur internet, et vraiment très facilement, je pense que non, mais je me suis demandé qui c'était, qui était sur ce tableau, qui est cette meuf qui s'est fait tirer le portrait. Eh bien, a priori, il s'agit de Lisa di Antonio Maria Gherardini, une femme d'environ 23 ans, née à Florence, qui s'est mariée à 15 ans avec un marchand d'étoffes un peu plus vieux qu'elle, qui s'appelait Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo. Pour résumer donc, Francesco del Giocondo. Donc, comme c'était sa femme, eh bien Lisa Gherardini, on l'appelait Lisa del Giocondo. Et del Giocondo, c'est la Joconde. Voilà, donc premier mystère résolu. Alors a priori, ils ont fait un mariage d'amour parce que la dot était un peu pourrie. Alors j'ai pas compris qui y perdait au change, mais bon, en tout cas pour les curieux, la dot en question c'était 170 florins, plus une ferme. Yes. Nous sommes donc en 1503. À ce moment-là, Léo, il a plus trop de mécènes, donc on pense qu'il accepte une commande privée pour faire de la thune. Et cette commande, c'est celle que lui fait Francesco del Giocondo, donc, qui dit « Ouais, ma meuf, elle est chambée, j'adore, j'aimerais bien un portrait d'elle. » Mona Lisa, tu attends même avec le sourire de la Joconde.
Alors a priori, en général, De Vinci, il refusait ce genre de truc, mais j'ai vu un documentaire qui expliquait que Lisa, c'était la fille des voisins du père de Léonard de Vinci, donc peut-être que ça a aidé dans son choix. Ça et le fait qu'il avait besoin de thunes, bien sûr. Alors sur le tableau, elle porte des habits d'une classe plus élevée que la sienne, et d'ailleurs ce qu'elle porte est a priori une tenue d'une femme qui a accouché récemment. Alors dans les faits, si on se trompe pas dans la datation du tableau, au moment de la peinture, en fait, a priori, elle avait déjà 2 fils, et je crois qu'elle venait d'en perdre un 3e, enfin genre qu'elle était en deuil. Et alors elle a ce sourire, le fameux sourire de Mona Lisa, qui, je cite le monsieur du Louvre, est un sourire qui crée une complicité et une humanité avec le spectateur jamais vu dans toute l'histoire de la peinture. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? En fait, il semblerait que pour garder ce sourire pendant qu'elle posait, Léonard de Vinci a fait venir des distractions pour Lisa Gherardini. Des acrobates, des danseurs, des humoristes. En gros, il a fait en sorte qu'elle sourit tout le temps. Lisa Gherardini a ensuite continué sa vie, elle a eu d'autres enfants et elle est morte en 1542, quelques années après son mari. Elle a eu de très belles funérailles avec tout un tas de prêtres d'ailleurs, ce qui a priori était chelou pour l'époque, mais figurez-vous que c'était une des dernières volontés notées dans le testament de son mec. Ce que je trouve chelou, mais gentil. Mais chelou, mais gentil quand même. Voilà, donc le vulgaire pourrait s'arrêter là, sauf que depuis des tas d'années, je vous rappelle qu'on nous rabâche qu'il y a un mystère autour de la joke et que donc ça titille les historiens de l'art et les scientifiques. À tel point qu'un mec qui s'appelle Pascal Cotte, qui est un Français qui, et là je cite une expression de ma mère que j'adore, lui il a pas l'air d'avoir les 2 pieds dans la neige. Bref, Pascal Cotte, il a inventé une machine révolutionnaire qui permet de scanner à la lumière pulsée de je sais pas quoi les œuvres avec une caméra multispectrale. Alors me demandez pas ce qui se passe précisément, mais en gros grâce à ça, on peut voir toutes les versions du tableau, on peut même remonter jusqu'au croquis qu'avait fait Léonard de Vinci. Du coup, j'en profite pour vous expliquer comment on faisait un croquis à l'époque. En fait, on dessinait sur du papier et ensuite on faisait des petits trous sur toutes les lignes. Ensuite, on plaçait cette feuille sur la base de la peinture et pouf, on passait de la poudre dans les petits trous. Et quand on enlevait la feuille, là où il y avait les petits trous, il y avait eu de la poudre et donc en fait, ça faisait comme une sorte de photocopie. C'était un petit peu magique. Bref. Pascal Cotte, il a donc inventé la machine qui permet de trouver une 12aine de versions de la Joconde qui sont cachées sous la Mona Lisa que nous on connaît. Imaginez que s'il scannait des gens, pour la plupart, ce serait quand même hyper facile de retrouver les prénoms de leurs ex cachés sous les tatouages tribaux. Après, il aurait pu inventer une machine pour soigner les cancers aussi, c'est vrai, Pascal Cotte, mais bon, chacun ses priorités. Et j'avoue que c'est quand même un peu marrant de trouver un brouillon de De Vinci. Bon, attention, je vous dis ça, qu'on a dû trouver son brouillon et tout ça, mais tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, il y a un truc, il va falloir retenir, rappelez-vous du nom, parce que cette technique, elle va jouer à un moment dans l'histoire. C'est maintenant. Et cette technique, elle s'appelle rappelez-vous, le sfumato, qui est donc une technique un peu de flou comme ça. Donc il utilisait la technique du sfumato quand il a peint la Joconde. Et cette technique fait que c'est très compliqué de comparer les versions sous la version actuelle du tableau parce que il y a aucune ligne droite en fait. En fait, on voit que des sortes de taches, mais rien de précis, c'est assez vaporeux en fait. On devine des choses, mais rien n'est très marqué, il n'y a aucune ligne précise. Et a priori, c'est une des raisons pour lesquelles ce tableau il est assez incroyable parce que justement, tout est ajouté hyper finement en fait. Mais donc, en scannant Mona Lisa, qu'est-ce qu'on apprend ? D'abord, on apprend qu'au départ, la Mona Lisa qu'avait dessinée Léonard de Vinci, elle ne ressemblait pas vraiment à la Mona Lisa qu'on connaît maintenant. Le tableau a été beaucoup retravaillé. Par exemple, la toute première version montrait un personnage avec une tête plus grosse, un nez 2 fois plus gros. Avec le temps, ils ont lui enlevé les sourcils parce que la mode des sourcils, elle est passée. Oui, parce que les années 1510, c'était grosso modo les mêmes que les années 2005, quand les meufs se rasaient les sourcils pour se refaire au crayon avec élégance. Bref. Dans les anciennes versions, elle avait apparemment un diadème qui, lui aussi, a priori, a été enlevé au fil du temps. Elle avait une main plus grande, l'angle du visage a changé aussi, la bouche était plus petite. En gros, en fait, on a l'impression que c'était pas du tout le même visage, c'était pas du tout la même personne. Cache dans le réseau, mettez-moi de Mona Lisa. Certains et certaines pensent qu'en fait, ce serait un hommage à un crush du nouveau mécène de Léo, qui s'appelait Julien de Médicis, et qui aurait commandé un tableau de son amante. Mais moi, j'aime mieux une autre théorie. Cette théorie, elle consiste à dire que oui, Francesco del Giocondo a fait une commande à Léonard de Vinci, que oui, Léonard de Vinci a peint Lisa Gherardini, mais qu'il n'a jamais donné la peinture à Francesco. Il l'a vue, elle n'était pas finie, il a dit partout que c'était un truc de ouf, que ça ressemblait vraiment à une photo, enfin il n'a pas dit ça texto, mais c'était l'idée quoi. Et là, De Vinci a été appelé sur un autre projet assez gros, qui était donc d'aller faire un plafond représentant la guerre dans une salle, dans un grand conseil à Florence, bref. Donc en fait, il a laissé ce tableau et il a été faire ça, ce truc de guerre là. Il a commencé donc à travailler sur cette œuvre qui s'appelle La bataille d'Anghiari, ou je sais pas comment ça se prononce en fait, mais Anghiari, il y a un H au milieu. Mais finalement, s'il a commencé à bosser dessus, il a pas fini parce qu'il était fort pour créer du beau et inventer des techniques et tout, mais en fait, il galérait un petit peu à les exécuter, ses envies. Donc là, ça a foiré, donc il a été un peu vexé, il a abandonné le projet au milieu de tout.
Mais à son retour chez lui, Francesco, il a pas payé pour récupérer le tableau de la Joconde. Ou alors peut-être que De Vinci a refusé de lui vendre aussi, ça c'est possible, on sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a retravaillé encore et encore et encore le tableau au fil des années, afin de donner à la Joconde des attributs divins. Par exemple, le voile qu'elle porte, ce serait un voile que les artistes ne mettaient que lorsqu'ils représentaient des déesses genre Vénus et tout. Et surtout, il l'aurait retravaillé afin de lui donner la tête de celui qui était son modèle pour le Saint Jean-Baptiste. Vous savez, c'est la peinture dont je vous ai parlé au début là, qui représente Saint Jean-Baptiste, donc les cheveux détachés, torse nu, qui montre le ciel avec un sourire et qui selon moi ressemble à une drag queen qui s'apprête à commencer son make-up après avoir travaillé toute la semaine sur le thème que Michel Visage et RuPaul ont choisi pour le défilé sur le podium face à Ross Matthews. Sachet away. Voilà. Et le thème, ça pourrait être par exemple la Joconde. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de ce Saint Jean-Baptiste, on sait officiellement qui c'est. Ce modèle, c'était Salaï. Et Salaï, c'était le mec de Léonard de Vinci. Alors Léonard, il disait oui, que c'était un diablotin et tout, mais surtout, c'était son mec en fait. Et d'ailleurs, c'est Salaï qui a hérité de la moitié de ce que possédait de Vinci à sa mort, dont la Joconde. Salaï, en fait, c'était un de ses jeunes apprentis qui est devenu son modèle, qui était a priori très très beau, et avec qui Léonard de Vinci s'était fait gauler pour des pratiques homosexuelles. Et par gauler, je veux dire, ils ont été dénoncés et c'était pas top pour la réputation de Léonard de Vinci. Donc bon, ils l'ont joué profil bas, quoi. Mais on estime quand même que peut-être la Mona Lisa que l'on connaît serait en fait Salaï. Et même la théorie va plus loin car Mona Lisa, si on mélange les lettres, eh bien ça fait Mont Salaï. C'est un truc de ouf. Et j'avoue quand même que là, c'était mystérieux. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des suppositions, hein, et on saura vraiment jamais. Vous vous doutez bien que dans ses carnets, Léonard, il a pas écrit des poèmes d'amour pour Salaï, hein. Bon, en tout cas, vous choisissez la version que vous préférez. Mais pour terminer quand même, je voudrais vous raconter qu'en 1911, la Joconde a été volée par un Italien qui travaillait au Louvre, hein, qui avait même installé la vitre devant le tableau. Il est venu un matin, tôt, il a pris la Joconde, il est rentré chez lui discretos, et pendant 2 ans, on s'est demandé où elle était, c'est-à-dire dans une chambre de bonne, à Paris, pas très loin quoi. La police a même soupçonné Picasso et Apollinaire d'avoir fait le coup, mais finalement, le voleur a été arrêté en tentant de revendre à un marchand d'art en Italie le tableau. Et en fait, une fois qu'il s'est fait gauler, il a expliqué qu'il voulait rendre Mona Lisa à l'Italie. Mais d'autres, et ça c'est plutôt joli, ont raconté qu'en fait, il serait tombé amoureux du sourire de la Joconde. Voilà, ça c'était la Joconde, mais en vulgaire. Ah oui, et avant de vous laisser, je voudrais juste vous dire que Vulgaire, ça devient un spectacle et que ce sera interactif. Ça veut dire que c'est vous qui choisirez à chaque spectacle les thèmes abordés, que je serai sur scène avec mon petit frère Romain, et que vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour mes 2 cafés de la danse à Paris les 4 et 5 avril prochains. Donc en 2022, c'est dans longtemps. Mais il y a aussi toute la tournée, je passe à Nantes, à Bruxelles, à Cournon d'Auvergne, à Biarritz, à Savièse et Carouge en Suisse, à Auray, à Nice, à Grenoble, à Rouen, à Liège, à Caen, à Marseille, à Toulon, à Troyes, à Tours et à Rennes. Donc voilà, il y a plein de villes. J'espère que vous viendrez voir ce spectacle et qu'il vous plaira. Je compte sur vous, réservez vos places à l'avance parce que plus il y a de gens qui réservent, et bien plus je suis rassurée. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, ça c'était la Joconde mais en vulgaire, je l'ai déjà dit. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur Kaamelott. Ah, et sinon moi je m'appelle Marine Baousson, j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les 3. Enfin, Vulgaire c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.